Bonsoir à tous. Attention à la diffusion des fausses pratiques et recettes données au nom de la religion pour guérir ou prévenir le Covid-19. La Ligue des associations, familles et institutions religieuses alerte et sensibilise. Le recours à la médecine scientifique est seul garant de remèdes efficaces contre cette maladie. Le Centre national de transfusion sanguine manque de sang, un déficit de collecte de 25% depuis le 15 février. À cause du coronavirus, les donneurs se font rares, mais le directeur du centre rassure, toutes les dispositions sont prises pour une bonne collecte. Impact du coronavirus sur l'économie au Sénégal, le tourisme, les transports aériens et le commerce des secteurs qui peuvent être affectés. Selon le ministre de l'économie, au niveau mondial, l'impact est certain, mais en réalité, la crise ne sera pas pareille à celle de 2008, précise le professeur Moustapha Kassé, économiste. En sport, lutte avec frappe après les sanctions infligées à 4 de leurs collègues. Les arbitres se solidarisent. Une réunion est prévue demain pour voir la décision à prendre. Le journal de l'économie complète cette édition mise en onde par Aline Badara Sossé. Marie-Rosalie Ndiaye. Le corps sans vie d'un septuagénaire français a été accueilli ce mardi au centre hospitalier régional de Tambacounda. Des prélèvements sont faits pour les circonstances du décès et les résultats attendus pour demain. Boubacar Tamba. Le corps sans vie d'un touriste septuagénaire français est arrivé ce mardi à la morgue du centre hospitalier régional de Tambacounda et chacun y va de ses conjectures par rapport au coronavirus. Le docteur Bayal Sissé, le médecin-chef de région, explique. Je voulais tout d'abord commencer par dire que peut-être que les gens ont peur, ils ont raison, mais néanmoins, je voulais les rassurer et leur dire que c'est dans le normal des choses. Nous avons reçu ce matin le corps sans vie d'un ressortissant français âgé de 77 ans, de sexe masculin. Aujourd'hui que nous avons reçu ce ressortissant français décédé et que nous sommes en train aujourd'hui de faire en tout cas toutes les investigations nécessaires pour voir exactement les causes de la mort. Sur le plan clinique, ça a été fait. Sur le plan également paraclinique, nous avons fait des prélèvements. Ces prélèvements viennent d'être acheminés sur Dakar et nous aurons les résultats dans les prochaines heures. Tout ça, ça va nous permettre de corroborer pour voir les causes de la mort de cette personne. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas inquiets. Nous voulons rassurer aujourd'hui. Toutes les dispositions, comme on l'a dit hier lors de notre réunion de CRD, sont prises en tout cas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau de Tambacounda, le comité de riposte est en train de faire son travail. Mais pour l'instant, à ce jour, la région de Tambacounda, il n'y a aucun cas de coronavirus qui est déclaré dans la région de Tambacounda. L'on retient ici son souffle et prie pour que le coronavirus ne franchisse à jamais les limites de la région naturelle du Sénégal oriental. Boubacar Tambacounda, Sud-Afrique. 1,4 milliard de francs CFA, un budget prévu par le président de la République Macky Sall pour le plan de la préparation et de riposte contre l'épidémie de coronavirus. Un plan de riposte qui ira jusqu'au mois de juillet 2020. Une réunion s'est tenue ce matin entre les ministres de la Santé, de l'Économie et plusieurs partenaires techniques et financiers pour évaluer les tenants et aboutissants de ce projet. Le ministre de l'Économie en a profité pour parler des impacts négatifs que peut engendrer la prolifération de cette maladie. Compte rendu de Aïssatou Gueiba. Il s'agit d'une concertation qui prend ses racines dans un contexte de lutte contre l'épidémie de coronavirus. Une réunion pour pousser une réflexion sur le plan de préparation et de riposte face à cette maladie. Un financement qui s'élève à 1,4 milliard de francs CFA, précise le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Le plan couvre plusieurs domaines d'intervention, dont la coordination, la surveillance épidémiologique, le contrôle sanitaire au point d'entrée, le laboratoire, la prise en charge des cas, la prévention et le contrôle de l'infection, la communication de risques, l'engagement communautaire et la logistique. Le budget du plan est évalué à 1,440 584 650 francs CFA et court jusqu'au mois de juillet 2020. Un plan de riposte qui nécessite le renforcement des moyens de surveillance et de détection. Le ministre de la Santé appelle au soutien de plusieurs partenaires pour lutter contre cette épidémie. Voilà autant d'axes sur lesquels nous souhaitons obtenir le soutien de nos partenaires.
Initiative bien perçue par le ministre de l'économie Amadou Hott, d'autant plus que l'économie sénégalaise est en train d'être affectée par les conséquences de cette maladie. Pour les secteurs pouvant être affectés, je pense notamment au tourisme, au transport aérien, aux échanges extérieurs et au commerce intérieur. Mon département est en train de mettre en place un dispositif de collecte des informations, d'enquête auprès des opérateurs et de suivi afin d'évaluer précisément l'impact de manière périodique. Un plan de riposte pour lutter contre le Covid-19 qui émane de l'État du Sénégal et qui a été voté le lundi 2 mars 2020 lors du Conseil présidentiel. Une riposte qui nécessite l'intervention de tous les acteurs concernés pour éviter la propagation de l'épidémie de coronavirus. Je vous l'annonçais, les imams, oulémas, prédicateurs, familles religieuses et organisations islamiques du Sénégal font bloc contre le coronavirus. Ils se sont réunis ce matin à l'Institut islamique de Dakar pour échanger autour de la situation actuelle très inquiétante causée par la propagation du coronavirus. Une déclaration a été faite à l'issue de cette rencontre. 7 points retenus pour sensibiliser les populations, se repentir, respecter strictement des mesures d'hygiène telles que édictées par les services de santé, recourir à la médecine scientifique, entre autres appels des religieux qui dénoncent également la propagation de fausses recettes données au nom de la religion et invitent les populations à rester en alerte et éviter toute panique. Imam Ismaïla Ndiaye, porte-parole du jour avec Babacar Samb. La solution islamique face à une situation pareille consiste tout d'abord à nous repentir de manière sincère vers Allah le Tout-Puissant et aussi de déployer toutes sortes d'efforts pour chercher le remède efficace de la part des savants spécialistes, conformément à ce hadith rapporté par Abu Huraira, où le prophète paix et salut sur lui dit « Allah ne fait descendre une maladie sans qu'elle n'ait son remède », rapporté par Bukhari. Nous pouvons déduire de tout cela l'obligation de tout faire pour chercher ce médicament en respectant le principe de la causalité scientifique par le biais des médecins spécialistes et qui sont connus pour leur intégrité et leur bonne intention. Il faut dire que ces efforts même font partie de la volonté et de la recommandation divine conformément au texte du Coran et de la Sunna. Nous lançons un appel au peuple sénégalais dans toutes ses composantes visant à prendre toutes les mesures nécessaires pour se protéger avec la volonté d'Allah de la propagation de cette maladie en leur sein et envers les autres. Le fait de respecter la propreté du corps, des vêtements et du lieu ainsi que le fait de ne manger que ce qui est bon est rendu licite par l'islam. Nous appelons les savants, les prédicateurs et les religieux à participer activement dans cette campagne nationale visant à mettre un terme à la propagation de cette maladie. Et ceci par le biais de la conscientisation, de l'orientation et du conseil à l'endroit des populations en parfaite collaboration avec les spécialistes pour qu'ils leur fournissent les informations bonnes et utiles qui les aideront à faire face à ce danger. Nous conseillons les populations à rester sur leur garde et à apprendre à reconnaître les symptômes et les signes de cette maladie conformément aux indications données par les médecins. Nous rappelons que le fait de rester en alerte et de prendre toutes les précautions ne signifie pas céder à la panique ou diffuser la peur dans les rangs du peuple. C'est de respecter les bonnes directives scientifiques avec calme, discipline et ne pas divulguer tout ce qui est de nature à instaurer la paranoïa au sein des populations. Partant du fait que nous constatons la propagation de fausses connaissances ou de fausses recettes données au nom de la religion et qui sont contraires avec les données de la science et l'indication de la raison, nous prions ceux qui s'adonnent à tout cela à craindre Allah et de se rappeler que la situation est grave et que leur responsabilité devant Allah est énorme. Nous prions aussi les populations de ne pas croire à tout ce qu'on leur dit dans ce domaine et de ne se référer qu'à des personnes crédibles. De la période du 15 février au 10 mars, le Centre national de transfusion sanguine enregistre un déficit de 25% dans la collecte. L'épidémie de coronavirus est passée par là. Les donneurs se font rares. Conséquence, le sang manque dans les banques, même si le Centre national de transfusion sanguine assure avoir pris toutes les dispositions pour une bonne collecte. Écoutons à ce propos professeur Saliou Diop, directeur du CNTS, au micro de Josette Kali. Nous avons malheureusement constaté ces derniers temps avec la réduction bien sûr des attroupements que la plupart de nos collectes ont été annulées. Si je compare ce que nous attendions comme don de sang entre le 15
février et le 10 mars, il y a eu une réduction de 25% par rapport à ce que nous attendions. Ça se justifie parce qu'on évite les attroupements, mais de notre côté également, les conséquences, c'est qu'on va vers un déficit, ça peut aggraver le déficit en sang. C'est pour cette raison que j'ai beaucoup insisté sur toutes les mesures que nous avons prises pour que la population soit rassurée que les collectes de sang se font dans des conditions d'hygiène et de stabilité qui permettent donc de nous assurer de la santé d'honneur. Nous faisons beaucoup plus attention sur les lieux de collecte, donc d'éviter tout ce qui est lieu assez confiné. Et donc nous faisons également attention à la sélection médicale des donneurs. Tout un ensemble de mesures en tout cas qui nous permettent de nous rassurer et de nous assurer que les collectes peuvent continuer de se faire sans aucun risque et que les patients qui sont actuellement dans les hôpitaux et qui ont besoin de ce produit sanguin-là puissent en bénéficier. Promotion du don de sang pour pallier au manquement dans les banques et l'objectif du 10e congrès international de la Société africaine de transfusion en collaboration avec le CNTS. Plus de 500 délégués sont attendus pour une large sensibilisation à ce geste volontaire et en prélude à ce premier congrès en Afrique francophone du 20 au 23 avril. Le CNTS va mener des activités et un appel à l'implication des populations pour une meilleure vitrine. Josette Kali. La pénurie de sang dans les banques et centres hospitaliers sera le point de débat lors de ce 10e congrès international. Face aux besoins en sang qui ne cessent d'augmenter chaque année en Afrique, où le déficit tourne entre 30 et 60% dans les différents pays, un gap qui constitue un véritable blocage dans la lutte contre certaines maladies. Professeur Saliou Diop, directeur du Centre national de transfusion sanguine. Le problème de l'autosuffisance en sang, c'est un problème qui est constant et nous empêche bien sûr d'intervenir, d'impacter positivement sur les grandes priorités donc de santé dans nos pays. Ces priorités, c'est la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, c'est la réduction de la transmission de certaines infections comme le VIH, c'est aussi la prise en charge de toutes ces maladies comme les cancers, l'insuffisance rénale, etc. Mais avant le démarrage de ce congrès, le CNTS va mener plusieurs activités de sensibilisation, des activités qui ont pour objectif la promotion du don de sang. Dès début avril, cette campagne de communication sur le don de sang sera lancée et nous avons aussi prévu une journée porte ouverte. Surtout le dimanche 19 avril, nous organisons une grande randonnée pédestre. Nous attendons pas moins de 5000 participants. Et donc le but visé, c'est à travers cette randonnée pédestre, sensibiliser toute la population sur l'importance de s'impliquer dans le don de sang, un acte qui est volontaire. Avant le congrès, nous voudrons mobiliser la population. Et bien sûr, c'est une période qui précède de quelques jours le mois de Ramadan. Et nous savons tous que pendant ce mois, il y a une diminution du nombre de donneurs et il faut par contre que le sang soit disponible. Dans ce contexte de propagation du coronavirus, plus de 500 délégués d'Afrique et de l'international sont attendus à ce congrès qui se tient pour la première fois en Afrique francophone du 20 au 23 avril prochain. Les cours du pétrole ce mardi en Asie-Pacifique et en Europe, reprise qui fait suite à une journée sombre hier lundi où les cours avaient enregistré une chute de 30%, une chute qui n'a été enregistrée depuis 20 ans. La chute du pétrole enregistrée résulte de l'épidémie du coronavirus. Rapsa Elimanouane. Les prix du pétrole ont connu aujourd'hui un rebond en Asie. Le baril de brut américain West Texas Intermediate a gagné 7,61% à $33,5 et le baril de Brent de la mer du Nord a pris 8,6% à $37,13. Cette reprise a été constatée en Asie, mais également en Europe. Cette reprise des cours du pétrole fait suite à un lundi sombre. En effet, les cours du pétrole avaient chuté de 30% hier lundi. Selon Bloomberg News, l'Arabie Saoudite s'est lancée dans une vaste braderie en effectuant la plus importante réduction de ses prix pétroliers en 20 ans. L'Arabie Saoudite s'est lancée dans une vaste braderie en effectuant la plus importante réduction de ses prix pétroliers en 20 ans. Le prix pour le pétrole à destination d'Asie a diminué de $4,6 par baril, alors que celui pour les États-Unis a été de $7 par baril. Ces mesures prises par les autorités saoudiennes sont la conséquence de l'échec des négociations entre l'OPEP et la Russie sur des réductions de production. Rencontre qui s'était tenue à Vienne les 5 et 6 mars dernier. La Russie, deuxième producteur mondial de pétrole brut, s'est opposée à une nouvelle réduction de 1,5 million de barils par jour destinée à enrayer la chute. Pour rappel, l'épidémie de coronavirus a déjà fait baisser le prix de l'essence en faisant chuter la demande mondiale en carburant.
Hafsa Elimane Wane, l'épidémie de coronavirus aura un impact certain sur l'économie mondiale, mais cette crise ne sera pas pareille à celle de 2008. Sentiment du professeur Moustapha Kassé, interrogé par Hafsa Elimane Wane. Je pense que les gens font beaucoup de confusion. La crise qu'il y a eu au niveau de l'économie mondiale est une crise de type structurel. Or, aujourd'hui, la crise du coronavirus est une crise conjoncturelle, tout à fait conjoncturelle. C'est-à-dire que c'est lié à peu près à une épidémie qui est toute nouvelle, mais que de toute manière, qui sera maîtrisée probablement d'ici 3 mois, 4, 5 mois, peut-être 6. Ça aura des incidences, c'est sûr. Si vous prenez le cas de l'Italie, qui commence à dépenser quelques milliards, ne fût-ce que pour isoler des régions, particulièrement les régions les plus actives et les plus liées à l'économie mondiale, évidemment, c'est un coût important. La France, par exemple, et bien d'autres pays qui sont en train de se prémunir, en tout cas de prendre un certain nombre de dispositions qui ont un coût économique extrêmement élevé, mais en réalité, ça n'a pas la même signification qu'une crise structurelle liée au fonctionnement même du capitalisme, comme celle que nous avons connue en 2008. Évidemment, toutes les crises sanitaires, toutes les épidémies sanitaires, en fait, fonctionnent comme les biens publics. Ça peut être négatif, ça peut être positif. C'est tout à fait négatif parce que, précisément, le monde dans lequel nous sommes est un monde où les pays sont bien articulés. Et les conséquences d'un pays se répercutent très rapidement sur d'autres pays. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Mais en réalité, la crise sera maîtrisée, c'est sûr. Sud FM. Parlons du dossier du COUD, l'affaire qui oppose Cheikh Oumar Anne à Pape Alé Niang et Modignan, renvoyé au 24 mars prochain. Affaire renvoyée pour le paiement de la consignation fixée à 50 000 francs CFA. Le ministre de l'Enseignement supérieur, ex-directeur général du COUD, a saisi la justice pour diffamation après la publication du livre de Pape Alé Niang, Scandale au cœur de la République. Le dossier du COUD, Modignan signe la préface. Cheikh Oumar Anne le réclame 10 milliards en guise de dommages. Grève de 72 heures du syndicat autonome de l'enseignement supérieur. À l'UCAD, les cours ont repris ce mardi pour certains, alors qu'à la faculté des lettres et sciences humaines, les étudiants attendent toujours de voir à nouveau leurs profs dans les amphis. Constat avec Adi Fatoubari. Dans le hall du nouveau bâtiment de la faculté des lettres et sciences humaines, les étudiants poireautent. Ici, il n'y a pas de cours. À l'amphi A du même bâtiment, des étudiants s'occupent avec ce qu'ils ont. Certains révisent alors que d'autres discutent entre copains. Mamadou est étudiant en 2e année au département d'arabe et durant toute la matinée de ce mardi, il n'a même pas vu l'ombre d'un seul professeur. Non, j'avais cours à 8 heures, mais finalement le problème n'est pas là. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce qu'ils vous ont dit le pourquoi de son absence? Non. Aucune information sur l'absence du prof. Djibi Diop également se tourne les pouces depuis hier. Une situation inconcevable pour l'étudiant qui déplore l'absence de communication. Les étudiants sont venus, mais ce sont les profs qui sont absents et on n'est pas au courant. Si on était par exemple au courant, on n'allait pas venir. Parce que moi, par exemple, qui vous parle, qui vient de Pékin, si on a nos groupes WhatsApp, si on s'était par exemple mis en parfum, voilà, on n'aurait pas à venir gaspiller de l'argent pour le transférer, quelque chose comme ça. Autre faculté, autre ambiance. À la faculté de droit, des professeurs ont repris les cours depuis ce matin. La confirmation est de cet étudiant inscrit en 2e année d'études. Parce qu'il y avait, comme je l'ai dit, il n'y avait pas cours ni TD. Et aujourd'hui, on a fait TD de 8h à 10h. Et c'est bien qu'on fera aussi cours. Les cours magistraux? Oui, c'est à partir de 15h. Est-ce que c'est confirmé qu'il y aura cours? Comme on a fait TD, j'espère qu'il y aura cours. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur avait décrété 72 heures de grève à partir d'hier lundi. Ce qu'ils dénoncent, c'est le comportement de leur ministre de tutelle qui, selon eux, tarde à appliquer des engagements pris depuis l'année dernière. Une situation à régler au plus vite puisque les étudiants de la faculté de droit doivent entamer les examens du premier semestre dans 2 semaines.
En sport, nous parlons du tirage de la Coupe du Sénégal. Il a eu lieu cet après-midi. 64 équipes entreront en lice. La particularité cette année est que toutes les compétitions vont se dérouler jusqu'en demi-finale. Plus de détails avec Malik Thiam, président de la commission d'organisation à la Fédération sénégalaise de football, avec Birama Ndiaye. Tu sais, à ce niveau de la compétition, c'est surtout les 32e de finale. Nous avons 64 équipes, dont hormis les équipes de Ligue 1 et Ligue 2 qui entrent en jeu, et maintenant les équipes de National 1 et qui vont retrouver les équipes qui ont fait les préliminaires, c'est-à-dire les équipes de National 2. Donc c'est à ce moment-là, maintenant, il n'y a pas de cas particulier. C'est-à-dire ce que nous avons voulu faire aujourd'hui, c'est de mettre au moins, de faire le tirage jusqu'en demi-finale. À l'époque, auparavant, on faisait des tirages sectoriels. On faisait les 32e, après les 8e, les 6e et autres. Aujourd'hui, on a fait comme le faisait la CAF et autres, on a fait un tirage intégral jusqu'en demi-finale et jusqu'à la finale maintenant, Inch'Allah. C'est l'innovation qu'on va apporter cette année-ci. Non, ça c'est le règlement des compétitions. Il y a deux escaliers. Il y a deux escaliers entre les deux équipes. Quand vous êtes en Ligue 1 et que l'autre équipe est en National 2, ça, il y a deux paliers différents. Parce qu'il y a la Ligue 2 et la National 1. Donc c'est la National 2 qui doit recevoir la Ligue de Ligue 1. Et je pense que c'est un seul cas qui s'est posé. Est-ce que ça existe? Parce qu'on m'a fait comprendre que Ravin maintenant est au niveau de considéré comme au niveau national 2. Donc le cas ne se pose plus. Donc en ce moment-là, parce que nous n'avons aucune équipe de Ligue 1 qui doit recevoir une équipe de National 2. Et c'est là seulement où il y a cette particularité. Les compétitions de la Coupe du Sénégal vont donc démarrer les 14 et 15 mars. Lutte avec frappe après les sanctions infligées à 4 de leurs collègues. Les arbitres se solidarisent. Une réunion est prévue demain pour la décision à prendre. Pour rappel, l'arbitre Sitor Ndour est radié à vie. Malik Ngom et Babacar Diop suspendus pour 5 ans et Abdou Bakri Dramé suspendu pour 2 ans. Une décision du CNG très dure selon le journaliste de Sunulamb, Abdoulaye Dembélé, Odile Minkilan. Ils étaient en grève pour réclamer de meilleures conditions de travail. Mais au finish, les arbitres ont subi les conséquences de leur mouvement d'humeur. Sitor Ndour, radié à vie, Malik Ngom et Babacar Diop suspendus pour 5 ans, Aboubakrine Dramé prend 2 ans ferme. Une décision très sévère du CNG contre ces arbitres, affirme le journaliste de Sunulamb, Abdoulaye Dembélé. C'est une décision extrême que le CNG vient de prendre. Je pense qu'ils sont des collaborateurs depuis plusieurs années. Je pense que dans toute organisation, les gens ont le droit de mettre sur la table leurs revendications et tenter de trouver des solutions là-dessus. Ces arbitres-là, depuis plusieurs années, ils avaient ces points de la revendication qu'ils avaient mis sur la table du CNG et c'était fait sous forme de mémorandum. Depuis lors, à chaque fois que Alioune Sarr et ses collaborateurs sont interpellés là-dessus, ils disaient que c'était pas opportun d'en discuter. Mais finalement, Alioune Sarr a confié à ces arbitres-là, à leurs responsables, qui ne peuvent plus régler ce problème-là, qui concerne la police d'assurance, parce qu'ils sont dans un milieu assez violent. Ils voulaient être un peu sécurisés là-dessus. Ils réclamaient également ce qu'on appelle honoraire, que ça soit revu à la hausse, parce que sur 90 combats, comme ils le disent, chacun rentre avec 10 000 francs. C'est sur ces 10 000 francs qu'il gère le transport aller-retour. Le journaliste demande l'intervention du ministre des Sports et des acteurs de la lutte. Parce que quelqu'un qui est radié 5 ans, je pense que même c'est une radiation extrême. Est-ce qu'il aura le courage de revenir? Je les considère tous comme étant des radiés. C'est que c'est toutes les composantes de la lutte. Ces acteurs-là doivent se lever pour demander à ce que Alioune Sarr revienne sur sa position. La deuxième solution qui vaille, c'est que c'est le ministre des Sports, en tant qu'autorité suprême du sport sénégalais, qui doit se lever pour recadrer ces gens-là qui sont sous sa responsabilité. Interpellé sur la situation, le vice-président du CNG dit qu'il n'y a aucun commentaire à faire. Pendant ce temps, tous les arbitres de la lutte vont se réunir ce mercredi pour apprécier la situation. Ligue européenne des champions, les 8e de finale retour débutent ce mardi. Battu à l'aller par 4-1, Valence tentera de se racheter devant son public. Un match qui sera très ouvert. Valence doit sortir le grand jeu pour gagner face à une bonne équipe de Atalanta, selon l'ancien international sénégalais Cheikh Sidiba. Je pense que ça va être très très dur pour Valence de faire cet exploit, tout en sachant que Valence devra se découvrir aujourd'hui. Valence devra jouer à l'offensive et tout en sachant cela,
On sait que il y aura des brèches qui s'ouvriront pour Atlanta et je pense qu'ils vont en profiter. Donc ce sera très difficile pour Valence de contenir cette armada offensive. Et là, il faudra pour Valence de trouver le juste équilibre entre la défense et l'attaque. Là, ils n'ont pas le choix, ils doivent attaquer et tout en attaquant, on va laisser des espaces derrière et des espaces dont profiteront les joueurs de l'Atlanta. C'est jouable, en football tout est jouable. C'est prendre déjà le bon bout et bien rentrer dans le match et dès les 10 premières minutes mettre un brin de folie, essayer de marquer très tôt pour mettre le doute dans la tête des joueurs de l'Atlanta. Il faudra être présent dès la première seconde du match et mettre beaucoup d'impact et essayer de concrétiser la première occasion qui se présentera pour les joueurs de Valence. Et ça va être dur, ça va être très très dur, mais en football tout est possible. Et avec un brin de chance dès les premières minutes, je pense qu'ils pourront inquiéter cette équipe d'Atlanta, mais attention à cette équipe d'Atlanta qui est très très efficace sur le plan offensif et là il faudra faire très attention. Mais en football tout est possible. Dans l'autre match, Leipzig, vainqueur à l'aller par 1-0, reçoit Tottenham. Ses huitièmes de finale retour se poursuivent demain. Liverpool de Sadio Mané reçoit Atlético Madrid. Les Espagnols avaient remporté la première manche par 1-0. Le PSG reçoit Dortmund à huis clos à cause du coronavirus. Les Allemands avaient gagné la manche aller par 2-1. En rugby, le Trophy Battle U20 a été reporté à cause du coronavirus. Deuxième manifestation devant se tenir au Kenya du 19 au 26 avril. La décision a été prise par la Fédération mondiale de rugby de concert avec la Fédération kenyane. Ce tournoi devait regrouper 8 pays, le Sénégal, le Kenya, la Zambie, Madagascar, le Zimbabwe, la Côte d'Ivoire, la Tunisie et la Namibie. Tout de suite, place au journal de l'économie avec Rapsa Elimanouane. Bonjour et bienvenue. Après la pêche, place aux femmes qui s'activent dans le secteur agricole. La vice-présidente du collectif national des femmes du CNCR, Yaram Fall, rappelle l'importance qu'occupent ces femmes dans ce secteur et revient sur leurs principales difficultés qui ont pour nom l'accès à la terre et au matériel agricole. Oui, on peut dire que les femmes occupent une place très importante dans le secteur agricole, plus particulièrement dans les champs rizicoles. Et au niveau de la zone des Niayes aussi, il y a des femmes qui s'activent dans le secteur de l'horticulture et dans le sud du Sénégal, en Casamance, Tamba, Sédhiou, les femmes aussi s'activent dans les champs rizicoles et plus particulièrement dans le secteur arachidier. Est-ce qu'elles arrivent à joindre les deux bouts ou bien est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles elles sont confrontées? S'il y a des difficultés concernant l'autonomisation des femmes, mais aussi l'accès des femmes à la terre, parce que la terre est la première base productive. Donc si les femmes ne possèdent pas de terre, elles ne peuvent pas cultiver. Et en plus, le matériel agricole que le gouvernement subventionne ou bien donne à certains agriculteurs, les femmes sont au dernier rang. Il y a aussi l'autonomisation des femmes. Il y a aussi l'accès au matériel agricole. Et on note aussi que vraiment dans le monde rural, les femmes rencontrent d'énormes difficultés concernant les subventions des semences que l'État du Sénégal, à travers le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, donne chaque année aux producteurs. Les femmes n'octroient pas la quantité qui leur est destinée. À travers le CNCR, on a fait des campagnes de sensibilisation à travers le Sénégal, mais plus particulièrement dans la commune de Darou Khoudoss, au nord du Sénégal et dans le département de Toubacouta. On a commencé en première phase avec ces 3 communes-là parce qu'on ne pouvait pas couvrir l'ensemble du Sénégal. Mais à travers ces communes, on a vu qu'il y a une avancée nette pour que les femmes puissent accéder aux terres et sécuriser ces terres-là. Et en plus, dans la commune de Darou Khoudoss aussi, on a fait des campagnes de sensibilisation parce que dans cette zone-là, c'est très difficile d'accéder à la terre parce que non seulement il y a les producteurs, mais en plus l'agrobusiness qui est vraiment très présente dans cette zone-là. L'accès au financement n'est pas aisé pour les femmes productrices, déplore Yaram Fall. Parce qu'on demande des garanties, des cautionnements et les femmes qui n'ont pas vraiment de moyens financiers suffisants ne peuvent pas accéder à ces crédits-là ou bien s'ils accèdent, c'est très difficile. Voilà, Sud FM vous remercie. Merci beaucoup. Une baisse de 0,23% de l'indice BRVM10
suivi d'une chute de 0,50% de l'indice BRVMC. C'est ainsi que la Bourse régionale des valeurs mobilières a clôturé sa séance du 9 mars. La valeur des transactions est de 184 218 262 francs CFA. La capitalisation des actions s'élève à 4 338 293 339 421 francs CFA, alors que celle des obligations est de 4 533 439 297 417 francs CFA. La journée de cotation de la BRVM met un terme à ce journal de l'économie. Merci de nous avoir suivis.